Aujourd'hui à GoPirate, on va parler d'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité de faire face aux changements, au pluriel, et puis d'être capable d'en retirer des nouvelles opportunités. Bref, quand on est adaptable, une période de chaos n'est pas aussi impressionnante, puis on a tendance à s'en sortir plus fort. On va regarder un GoPirate Canada. GoPirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui, pas mal volontairement, se tiennent dans des zones de chaos d'abord pour garder leur liberté, mais spécialement pour tirer profit de toutes les opportunités qu'engendre l'incertitude et le changement. Si c'est bon pour nous, ça peut être bon pour tout le monde. Voici un petit exposé sur l'adaptabilité. Là, Maurice, on est supposément en fin de pandémie. Fait que il y a personne qui va être surpris si on dit que des fois, les choses ont tendance à changer. Parce qu'on vient de passer à travers 2 ans d'incertitude, essentiellement. Moi, je te trouve tellement positif parce que en disant ça, tu ignores le fait qu'on est au début d'un effondrement écologique. Ben, je sais, puis économique aussi. Là. Économique, Oh, ouais, donc. qu'on est en pleine transformation sociale un peu partout dans le monde. Mais c'est ça que je te dis. Il n'y a personne qui va être surpris si on dit que les choses ont tendance à changer. Non. J'ai pas dit que j'étais positif. J'ai dit que ça se peut que la pandémie achève. Ça se peut. On est en plein dedans. Ouais. C'est un bordel partout, puis c'est pas prêt de s'améliorer. Non. Puis, en termes, il y a beaucoup de choses qui se trament aussi politiquement. Ouais. Dans le milieu du travail, que lui, il n'a pas eu le choix de s'adapter. C'est pas fini encore. C'est ça. Les dynamiques sociales ils ont tout le temps été instables un petit peu. Ça va gauche-droite. Il n'y a rien qui est stable, en fait. Ça, c'est l'adaptabilité. La première étape, c'est d'accepter que ça ne le sera pas. C'est ça, parce qu'en tant qu'être humain, on est absolument excellent à se mentir à nous-mêmes. Ouais. C'est un des grandes forces qu'on a, mais aussi un de nos plus grands défauts, ce qui fait qu'on va accepter trop longtemps certaines situations, qui fait que quand le danger arrive pour vrai, quand le problème arrive pour vrai, on n'est pas prêt. On est pris les culottes à terre. Exact. Très, très souvent. Puis on remarque là, en ce moment, il y a des choses qui commencent à manquer, mais duquel on n'a jamais manqué. J'ai lu ce matin qu'il y a des municipalités qui commencent à manquer d'eau au Québec, dans les banlieues. Au Québec, manquer d'eau. Manquer d'eau, OK? Il y a, cette semaine, j'ai vu une nouvelle des compagnies d'assurance qui ferment les bureaux de la Floride parce qu'il n'y a plus rien qui est assurable parce qu'il fait trop chaud. Trop chaud, trop d'ouragans, ouais. trop de tout. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus de compagnie d'assurance dans ta province, dans ton État? Oui, parce que faut pas oublier, c'est une condition pour avoir votre prêt hypothécaire, c'est d'être assuré. C'est ça. Fait que ça, c'était des choses qu'on a pris pour acquis, qu'on était assez privilégiés pour pouvoir prendre pour acquis. Oui. Et que ça disparaît, on s'adapte pas si facilement. Non, pas très. Puis dites-vous que même si on décide consciemment, parce qu'il y a des gens parmi vous qui vont dire consciemment, je préfère ignorer ça. Mais vous ne pouvez pas l'ignorer complètement parce que votre subconscient, lui, il le sait. Ça crée une dissonance cognitive, puis vous devez vous battre essentiellement contre votre propre cerveau. C'est pour ça que vous êtes fatigué tout le temps. Parce que vous savez que vous vivez dans un environnement qui est de plus en plus absurde, mais vous y faites pas face. Quand on y fait face, ça facilite ça. Ça prend des efforts aussi. Oui. De faire semblant que quelque chose n'est pas là ou de juste essayer de trouver des discours qui nous arrangent mieux que de croire que les choses sont là. Puis souvent, on va préférer faire ça en disant parce que j'ai pas la force d'agir pour puis de me je sais pas comment. Mais c'est la même chose, c'est la même quantité d'énergie. Ouais. Donc, juste une est plus constructive que l'autre. Ouais. Là, l'adaptabilité, ça, c'est le 2e épisode où on parle d'une de nos valeurs fondamentales. L'adaptabilité en est une. Ici, sur notre drapeau pirate. Ouais. Ben justement, parlons-en. Les pirates, qu'est-ce qu'il y avait d'adaptable là-dedans? Ben écoute, les pirates vivaient avec une incertitude qui était constante. Le revenu était incertain. La marine militaire qui les pourchassait partout. Il y avait des tempêtes dans les Caraïbes. Les tempêtes peuvent être soudaines puis vraiment dévastatrices, surtout quand on est essentiellement vivant sur un petit tas de bois. Puis quand tu es un pirate, vous essayerez, vous autres, d'aller faire des réparations sur votre bateau au quai.
Ouais, c'est ça. Hein? Ajouter à ça qu'ils vivaient dans un environnement qui était violent, donc la possibilité d'être blessé ou tué était constante, même si la possibilité d'être blessé il était quand même mieux que dans n'importe quelle autre marine où il y avait des compensations s'ils étaient blessés, plutôt que juste perdre leur job et se faire abandonner au premier port possible. Les pirates n'avaient pas le choix. OK? Dans un chaos constant, il n'y a rien qui est prévisible, il faut que tu puisses tirer ton épingle du jeu. Il faut que tu puisses créer un oasis de stabilité, des choses que tu sais sur lesquelles tu peux compter. C'est une des raisons pour laquelle les équipages pirates s'auto-organisaient, bâtissaient leurs propres règles puis leurs propres lois. C'était la seule stabilité qu'ils pouvaient créer. Ben c'est ça. Il n'y a pas personne qui était obligé de travailler là avec eux autres. Il fallait accepter les règles de ce navire-là pour aller travailler avec les gens. C'est-à-dire que c'est fait pour que tu puisses compter sur eux autres. Oui, c'est ça. Souvent, ils ne pouvaient pas compter sur personne d'autre que le coéquipier. Puis le métier de marin, parce que bon, pirate, c'est avant tout un métier de marin. Hein? Tout dans le métier de marin est basé sur l'incertitude. Tu sais pas s'il fera beau le lendemain ou pas. Tu sais pas si tu vas manger. Tu sais pas si tu vas manger, même dans la marine militaire ou dans la marine marchande. Tu sais pas s'il arrivera pas juste un coup de malchance qui va blesser quelqu'un. Quelqu'un qui va dénoncer tout l'équipage. Exact. Hein? Donc, c'est... Le cœur du métier de marin, puis encore plus du métier de pirate, était fait pour les entraîner à pouvoir vivre confortablement avec une incertitude qui va être constante. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie d'émuler aujourd'hui. L'incertitude, elle s'en ira pas. Il faut juste qu'on soit confortable avec parce qu'on sait quoi faire en cas d'incertitude. On sait quoi faire pour tirer notre épingle du jeu. Puis, même si on n'a pas les réponses à tout, c'est correct. On sait qu'on va figurer. Puis comme je disais tantôt, accepter l'incertitude qu'elle est là, c'est parce qu'on a le réflexe de faire comme ça va s'en aller, c'est temporaire, ou oui, mais on va continuer dans la même direction. Puis je veux dire, je parle pas juste nous individuellement, là, en termes, les entreprises sont très bonnes pour faire ça aussi. De juste faire comme c'est temporaire, ou on va attendre que le gouvernement nous aide. Les gens vont tout revenir au bureau. Oui, c'est ça. Tout le monde va vouloir travailler. On est très, très bon pour ne pas prendre acte du fait que on ne sait pas ce qui va arriver. Au mieux, on fait comme on a toujours fait. Au mieux, on se met et on dit on va différer l'action plutôt que de dire qu'on n'agira pas. Ouais. Donc, avant de passer à la discussion, petite pub. Ah bon? Oui. À GoPirate, présentement, on est en train de revoir nos services professionnels au complet. Pourquoi? Parce que vous savez depuis longtemps qu'on cherche à aider les gens qui aident les autres pour vrai. OK? Mais bon, on a toujours eu le réflexe, étant des sales consultants, de dire, il faut qu'on mange. Oui. C'est encore vrai. C'est toujours vrai. Mais on a décidé de revoir tous nos services pour pouvoir mieux s'adresser aux organismes communautaires, aux coops, des gens qui ont besoin d'aide, parce que pas toujours des professionnels qui sont en tête de ça, puis ce sont des organismes qui ont souvent pas la capacité de ressources à être capables d'encaisser beaucoup d'incertitudes. C'est vrai. Hein? Donc, on veut pouvoir leur amener les trucs qu'ils ont besoin pour diriger ces organisations-là dans l'incertitude, pour faire émerger des leaders un peu partout, pour pouvoir travailler de manière éclatée. Maintenant, les gens travaillent chacun chez eux. Souvent, oui. On travaille plus ensemble, de moins en moins. C'est des dynamiques qui sont différentes. On veut pouvoir vous amener ça. On veut pouvoir vous amener comment faire des expériences pour ne pas risquer le peu ou pas de ressources que vous avez. Donc, on a revu entièrement nos services professionnels qui soient plus morcelés pour vous permettre de pouvoir en bénéficier. Oui. Puis, comme le sujet aujourd'hui, c'est l'adaptabilité, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que, en tant qu'organisme ou organisation, vous soyez en meilleure position dans l'incertitude. Donc, allez voir notre site. On a une page sur les services professionnels. Ouais. Contactez-nous, des fois juste pour en parler, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire custom pour vous aussi. Absolument. Donc, on n'est pas méchant, on ne mord pas. Non, mais en fait, on a intérêt à ce que vous réussissiez. Exact. Moi, j'aimerais ça commencer la discussion en disant des choses, en faisant une grosse déclaration super puissante. Là. Comment tiens, on te connaît pour ça, Maurice. L'incertitude, c'est un des plus grands mots de notre époque. Puis c'est un mal uniquement parce qu'on a oublié comment y faire face, comment le gérer, comment travailler avec. Souvent, au mieux, les gens ont dit, écoute, j'ai vécu un grand moment de stress et de chaos et j'en suis sorti résilient.
Oui. C'est souvent ça qu'on m'entend, hein? Mais c'est pas l'attitude qu'il faudrait avoir. Ben, c'est pas méchant. C'est pas c'est méchant. mieux qu'être détruit par la période de chaos. L'idée, Hein? c'est, si on va affronter une... Ça revient avec l'idée du fait que le monde est à la base stable, puis il y a des périodes de chaos. Ouais. Quand en fait, c'est l'inverse. C'est ça. Le monde est chaotique, puis il y a des moments où on est capable de se faire croire qu'il est stable. On a cette tendance-là, nous, à croire à la stabilité du monde à cause de la façon dont les entreprises ont opéré pendant au-dessus de 100 ans. C'est vrai. Qui sont opérées sur l'idée que le monde est stable. Donc, on fait de la planification prédictive. Hein? On prévoit notre budget sur 3 ans. 5 ans. Puis, le travail, c'est la même façon. Tout est planifié en avance. Puis, on assume que les conditions vont être comme on l'a prévu. Quand, en fait, on sait très bien par la pratique que c'est un tas de foutaises. En fait, on est très bon souvent pour être hyper trop positif, là. Que les conditions vont être favorables magiquement. Exact. Si on travaille assez fort. La vraie vie, là, c'est qu'il y a du changement constant. C'est le chaos constant. En fait, Vika. Je dirais pas le chaos, l'incertitude. Oui, Vika. Hein, les situations sont volatiles, incertaines, complexes et ambiguës. Donc, puis tout ça s'entremêle, hein? C'est pas un à la fois. Non, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout... Volatile, c'est que tout change tout le temps? Ben, ça va changer rapidement et drastiquement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis sans avertir. Hein? Ouais. Incertain, ben, c'est qu'on n'est pas capable de prédire l'avenir, sinon ben, on serait tous riches, surtout nous autres. Hein? Complexe, ben, c'est que il n'y a rien qui est simple. Tout est entremêlé. Exact. Il y a beaucoup de situations qui ont beaucoup plus d'éléments que ce qu'on pense, qui ont un impact dessus. Puis ces situations-là sont toutes interconnectées. Donc, on change, tu sais, c'est l'effet papillon. On change un petit morceau en quelque part, puis ça affecte 12 affaires qu'on n'aurait pas cru. Ou souvent, c'est la pelote de laine en tout entremêlé. Tu tires sur un fil, puis tu as toute l'affaire qui vient. Ouais. Puis le dernier ambigu, ben, c'est que on sait pas. On pense... C'est pas clair. C'est ça. Il nous manque des informations. Ouais. On sait certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ce qu'on sait peut être interprétable d'une mauvaise façon, facilement. Souvent, on sait ce qui est dans notre contexte proche. Exact. Mais toutes les variables autour, on ne sait même pas lesquelles on contrôle ou pas. Puis on sait dans notre contexte proche, oui puis non, parce qu'on pense qu'on sait dans notre contexte proche. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est habitué à avoir une certaine interprétation. Mais comme c'est complexe aussi, ben, ce qu'on voit dans notre environnement proche, qui est toujours pareil, en fait, ce qui se passe en arrière, lui, il peut changer. Fait qu'on est entouré de choses qui sont ambiguës, juste moins ambiguës que des choses auxquelles on a moins de contact. Ouais. Il a fait référence tantôt à la résilience, qui est dans la théorie des systèmes, un des 4 systèmes possibles. Oui, on a des systèmes qui sont fragiles. Donc, ce sont des systèmes qui sont habituellement très performants, mais très performants dans des conditions qui doivent être absolument stables et inchangeantes. Regardez une chaîne de montage, par exemple. Ouais. Okay? Ça va fonctionner au doigt et à l'œil, parfait, le Fordisme marche super bien. Tant il y a aussi longtemps qu'on construit toujours la même chose. Maintenant, tu prends tes mêmes machines organisées de la même façon, tu t'arrêtes de construire des camions, tu veux construire des hélicoptères, soudainement, il n'y a plus rien qui marche. Ouais, puis, de la même manière, hein, il y a des organisations que c'était ça, parce qu'il y a eu des périodes de stabilité économique et politique, les années 80-90. Hein? Puis, il y a bien d'entreprises qui, écoute, c'était... Go with the flow, toi, ça augmente le kit. Mais la minute qu'il y a eu un changement de paradigme quelconque, toute l'entreprise est par terre. Là. Ben, ça arrive. Regarde l'idée de l'émergence du Lean avec le Just-in-Time, qui est arrivé dans les années 40-50. C'est parce que les entreprises avaient tendance, même en mauvaise période, on va continuer à produire de la même façon parce qu'on a besoin de stabilité puis de pouvoir planifier. Juste au cas. Juste au cas, puis par le fait que, écoute, nos planifications, nos prédictions, ils sont là. On va assumer que c'est une période de chaos courte, mais en fait, comme ça ne l'est pas, comme ça ne le sera pas, tout est une période de transformation en continu, on se retrouve avec des surplus d'inventaire qu'on ne pourra jamais écouler. Donc, on a vu bien des entreprises mourir parce que tout leur argent, toute leur capacité à pouvoir réagir et puis bouger... avait été investi dans la stabilité. Exact. Donc, l'idée avec le Just-in-Time, c'était arrête de faire ça, regarde où va le courant, produis juste ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Okay, fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième type de système, c'est le système qui est résistant. Le tank. Le tank.
Le camion de poubelle. Encore une fois, ça va avec le concept que le monde est stable puis le chaos est occasionnel. Quand tu as un tank qui est fait pour passer au travers du chaos sans changer, il va résister aux changements qui sont là. Souvent, c'est le contraire aussi du système fragile. Lui, il est résistant, mais il n'est pas nécessairement optimisé. Exact. Pour, un tank peut aller vite aujourd'hui. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'un camion de poubelle, c'est bien beau, c'est lent, ça brise pas facile parce que comme un tracteur, là, en plein milieu du champ, il ne faut pas que ça brise. Exact. Mais c'est ça. C'est fait pour durer. Exact. En fait, c'est optimisé, mais pour durer. Exact. L'optimisation est à un autre endroit. Ouais, c'est ça. Le troisième système, c'est le système qui est résilient. Ça, c'est le système qui va être capable de... Il va être affecté par une période de chaos, mais il va être capable de se remettre. Il va se redresser tranquillement. Exact. Comme un arbre après une tempête, comme un écosystème après un incendie de forêt. Les champs ou les forêts, quand ça n'a pas été long, hein, en Australie, quand il y a eu les incendies de forêt, quelques mois après, il y avait déjà des pousses. Là. Puis moi, je te ramènerais même les tracteurs. Ouais. Parce que le concept, pendant longtemps, jusqu'à l'ère moderne, où maintenant les gens doivent se battre pour le droit de réparer leur tracteur, c'est le fait d'avoir un morceau de machinerie qui va pouvoir te durer plus qu'une génération parce que tu es capable de le maintenir puis de l'entretenir toi-même. S'il y a quelque chose qui brise, qui va déjà être difficile parce qu'il est résistant aussi, ben, tu vas être capable de le réparer facilement avec des fois les moyens du bord, puis ça va encore fonctionner. Ouais. Mon père a eu pendant longtemps un tracteur qui datait des années 30. Il l'a remonté lui-même. Des fois en faisant machiner puis en machinant à la main certaines des pièces. Ouais. Mais le fait est qu'il a fonctionné puis il nous a servi à une période où on en avait besoin, dans les années 80. Donc, fragile, solide, résilient, c'est les trois systèmes qu'on est habitué. Oui. Il y a l'antifragile qui est apporté par monsieur, est-ce que son nom? Nassib Nicolas Taleb. Nicolas Taleb, ouais. Statisticien et mathématicien, je crois, hein? Économiste. Exact. Jerk. Incroyable. Mais le fait est, avec son concept d'antifragile, et la plupart de ses concepts, en fait, c'est parce qu'il a raison. C'est ça. Il peut se le permettre. Oui. Antifragile, c'est simple. Quand une période de chaos arrive, on s'attend constamment qu'il va en avoir, parce qu'on sait que la stabilité, ça n'existe pas pour vrai. Fait qu'on s'arrange pour toujours être prêt. Faire des petites expériences contrôlées, mais en même temps, de ne pas se faire d'accroire, de se faire que des risques, puis tu joues avec ces risques-là de façon sécuritaire. Ce qui fait que tu vas pouvoir te sortir d'une période de chaos sans avoir été démoli, comme dans les... Fragile va être entièrement démoli. Résistant, idéalement, ne sera pas démoli ou va casser, parce que tu n'as pas d'entre-deux. Il y a un threshold qui est noir et blanc. Là, Résilient va être démoli, mais il va s'en remettre. Antifragile ne sera pas démoli, il va en bénéficier. Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, les périodes de chaos, quelqu'un qui est entièrement antifragile, qui est habitué, là, il voit ça comme, bon, c'est quoi les opportunités que j'ai? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que le changement, souvent, c'est le changement de société, par exemple. Dans la société, il y a une pandémie. Puis, comment je fais pour qu'au lieu que ça me fasse mal, que je puisse en tirer bénéfice? Puis là, on parle pas juste de booster les prix du truc essentiel que tu vends. Là. Non, c'est ça. Tu fais mal à la société, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil, mais on peut quand même dire que les gens qui abusent sauvagement d'une période de guerre ou d'une période de pandémie comme ça, rapidement, sont en quelque part antifragiles. Ça veut pas dire que c'est pas des jerks. C'est ça. Ils sont toxiques, mais quand même. Mais c'est possible avec une question d'attitude. C'est vraiment à la base d'une question d'attitude. Quelqu'un qui est antifragile n'est jamais une victime. C'est quelqu'un qui est toujours en train de regarder les opportunités qu'il y a. Puis les mauvais coups, ben écoute, ils sont normaux parce que des revers, ça va être constant dans la vie. Oui, c'est ça. Donc, tu t'adaptes, puis tu regardes, qu'est-ce que ça veut dire que je peux faire maintenant? On est antifragile. Entre autres. Surprenamment, plus qu'on voudrait se le faire croire des fois. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Ça s'apprend. Hein? Ouais. C'est une des raisons pour laquelle on en parle régulièrement dans notre show, parce que c'est devant une période d'incertitude, comme là, on se lance dans une période d'incertitude prolongée. C'est un petit peu comme le reste du temps où tout est incertain, mais où on ne sera plus capable de se mentir en se disant que c'est pas mal plus stable que ce qu'on veut bien se faire croire. Okay? Ça ne l'est pas. Ben, imaginez pouvoir rentrer dans ces périodes-là, puis plutôt que d'avoir peur constamment, vous êtes excité. Ouais. Excité de voir qu'est-ce que ça va vous apporter. Ça demande d'avoir un certain niveau de préparation qui fait partie du concept antifragile, c'est de toujours avoir un peu de réserve, un peu de préparation. Parce que quand il y a un événement imprévu, il faut que tu figures
comment je fais la prochaine étape, là, c'est difficile. Mm-hmm. Si tu es déjà passé à travers, puis tu as une bonne idée, tu as déjà 4-5 options parce que tu l'as déjà fait, tu as déjà pris tes risques, tu as déjà fait tes expériences, quand la nouvelle ou l'événement arrive, tu as déjà 4-5 plans. Ouais. Tu es pas mal antifragile. Tu sais, le problème, par exemple, c'est que souvent, les intérêts qui ont intérêt à nous garder faibles, puis pauvres, souvent pas éduqués, souvent en train de se battre pour les mauvaises choses, se battre pour du bruit. Puis du bruit, des fois, qui va être super important pour nous autres. Regardez aux États-Unis, par exemple, présentement, qu'il y a encore les débats sur l'avortement. Ouais. Je peux vous garantir que tous ceux qui crient pour rendre l'avortement illégal s'en foutent de l'avortement. Ah. C'est juste que c'est un débat de société puis un besoin de société qui est suffisamment grand que les gens vont se rallier puis vont bouger autour de ça. Puis eux autres, ça leur permet de passer ce qu'ils veulent en arrière, de maintenir les gens écrasés, d'enlever les autres droits tranquillement, pas vite. C'est comme ça que tu contrôles tes gens. Hein? Imbalance, peur, pauvreté. Puis c'est comme ça qu'on s'est remplir les poches. Manque de choix. C'est pareil que pour ceux qui... le Biden, récemment, a pardonné 10 000 aux emprunts étudiants. Ouais. Hein, presque tous les étudiants. Comment oscille. Puis il y a des gauchistes qui ils vont voir ceux qui s'en plaignent puis qui vont mettre dans leur face « C'est-tu toi, ça, qui a été pardonné de 50 000 ou de 100, ou 200, ou 300. Tu te plains que les autres sont pardonnés pour 10 000. Oui, parce que beaucoup de ceux qui se plaignent ont bénéficié du programme de protection salariale qu'il y a eu, qui est le programme, on en a parlé récemment aux États-Unis, dans lequel il y a eu le plus de fraude jamais créée. Puis ce sont ces mêmes personnes-là qui en ont bénéficié, puis souvent qui ont fraudé, qui maintenant sont en train de crier parce que leur main-d'œuvre potentielle va commencer à avoir des choix s'ils sont moins endettés. Oui, c'est tout le temps une question de privilège. Hein. Que les autres aient plus d'options, ça t'enlève pas à toi. Exact. Mais on a l'impression que, parce que on a moins de pouvoir sur eux. Exact. Dans la vie, on va voir le monde comme un jeu. Soit il y a quelqu'un qui gagne, puis il y a quelqu'un qui perd. Ou si c'est pas un jeu à somme nulle, tout le monde peut gagner. Puis le fait est que la vie... Tout le monde peut perdre aussi. Hein? Tout le monde peut gagner ou perdre. Ouais. OK? Mais quand tu es habitué à dire la seule façon pour que j'ai quelque chose de plus dans mes poches, c'est de te l'enlever à toi, c'est ça. Tu n'es pas capable de pouvoir tolérer que quelqu'un bénéficie d'une chose qui potentiellement pourrait t'enlever quelque chose, même si ça ne le fait pas, quand même, c'est toi qui devrais bénéficier des avantages, pas les autres. Les gens qui pensent comme ça, là, ça doit être enrageant quand il y a un événement qui crée du chaos puis du changement, puis que les autres trouvent le moyen de mieux s'en sortir. C'est inacceptable. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le monde ne veut plus travailler. C'est ça que ça donne, Maurice. Entre autres. c'est là que tu as des changements de paradigme de société. Justement, parlons-en. On aime ça amener les angles individuels, collectifs et sociétal. Okay? L'adaptabilité au niveau individuel, ça va nous permettre de pouvoir, être sérieusement moins stressé. Hein? On arrête d'avoir peur. Un exemple, là, c'est très souvent, plus tu as vécu quelque chose, moins ça va être difficile. Puis plus tu vas savoir comment réagir quand ça va arriver. Exemple, la première fois que tu te perds ta job, c'est rough. Oui. Après 4-5 fois, je veux dire, tu as ton CV, là, tu t'as appris à tenir à jour, tu as appris à réseauter, tu as appris à pouvoir réagir le lendemain. Absolument. Ou même le jour même. C'est la première fois quand tu étais convaincu que c'était ta carrière, puis je parle de... Hein, ça m'est passé par la tête, là. Ça m'est arrivé, moi. J'étais certain que j'étais une place pour le restant de mes jours. Quand je me suis fait restructurer, ça a fait mal. Mais la fois d'après, ça a fait moins mal. La fois d'après, ça a fait encore moins mal. Puis la fois d'après, c'est moi qui est parti. Bon. Les créer le chaos. Ça peut être pour beaucoup de choses parce que du point de vue individuel, être adaptable veut dire avoir aussi la capacité à être capable de changer de position, changer d'orientation assez rapidement. Puis ça, cette capacité-là, il faut la bâtir. C'est pas juste une endurance, mais des fois, c'est une question de on a-tu un peu d'économie? C'est ça. Puis, est-ce qu'on a assez de quoi tenir pour faire face à l'épreuve? Exact. Puis c'est le cas d'énormément de monde qu'on vit chèque de paye à chèque de paye. On est maintenu comme ça pour ne pas avoir d'option. Fait que tu peux pas décider, je change tout d'un coup.
c'est là qu'on va recommencer à regarder au niveau collectif. C'est là qu'on va commencer à voir les filets sociaux qui peuvent être tissés autour de nous. Tu sais, là, ce que beaucoup essayent d'enlever, là. On en a plus besoin que jamais. BS, pas besoin de ça. Chômage. Voyons donc. Ils ont rien qu'à travailler. Le premier filet familial, c'est la famille puis les amis. Ouais. On est dans une société qui est très, très individualiste. Puis à cause de ça, on n'a plus les mêmes dynamiques d'amitié avec les autres ou dynamiques avec nos familles. On disait que ça prend un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, il y en a qui... Les parents sont loin, ils sont plus là. Exact. Tu te ramasses pas mal tout seul. Oui, puis c'est justement les parents directs qui vont en écoper parce que les deux travaillent. Puis imagine les familles monoparentales. Ah, c'est des saints. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même vous autres, vous avez un enfant en bas âge, les deux travaillent, puis, les parents sont pas loin. C'est un bon avantage. Tu sais, à aucun moment, tu devrais devoir considérer tes propres enfants comme un fardeau. Oui. Parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses autre chose, puis là, tu n'as pas le choix, il est là, il est dans tes pattes. Puis, durant la pandémie, on l'a tout vécu. OK? Ça devrait pas, à aucun moment, on devrait se sentir comme ça. Puis c'est pas pour le reprocher à qui que ce soit, là. C'est la situation, ils ont nous amené ça parce qu'on n'a pas de filets sociaux aptes pour nous aider à gérer ça. Il y en a qui se sont fait reprocher, hein? Ouais. Comment ça, là? Là, tu sais, ça a changé. La pandémie a changé les choses. Là, maintenant, je pense que collectivement, on est plus habitué à avoir des travailleurs s'occuper de leurs enfants. Oui. Je pense que la pandémie a créé ça. Je ne sais pas s'il y a eu des entreprises qui, pendant que les gens travaillaient de chez eux, qui ont fait comme, ben là, tu t'occupes encore de ton enfant, là? Je dis, il est là, il ne peut pas aller à l'école. On en a entendu parler. Il y en a une surtout au début. Oui, surtout au début, oui. Mais à une manière, quand tu n'as pas le choix, tu finis par t'y faire. Puis ça, toujours au niveau collectif, on est capable de se créer des nouveaux filets sociaux, des groupes d'aide. J'ai lu ça, puis j'aurais dû garder ça en note, parce que ça fait un petit bout déjà, fait que c'est complètement perdu, cette affaire-là. Mais c'est un groupe, en fait, c'était avant la pandémie, un groupe qui était de gens qui se connaissaient bien, puis qui étaient dans des situations un peu moins stables, qui sont créés des économies collectives. Ah, OK. C'était pas grand-chose, mais ça fait que si jamais il arrive un problème avec ils sont capables d'aller piger dedans. Puis ça remonte essentiellement aux guildes médiévales qui étaient ça. C'était des regroupements collectifs de travailleurs du même métier pour pouvoir faciliter le transfert de connaissances. Les guildes. Les guildes. OK. Pour pouvoir se protéger les uns les autres, se supporter les uns les autres, puis créer un potentiel d'avancement pour les uns les autres. OK. Ben, c'est un petit peu comme l'association des ingénieurs ou ces affaires-là. Oui, mais je dirais avec plus d'implication au niveau personnel avec les gens, plus en tant que support. On va dire des fois peut-être un peu plus proche d'un syndicat aussi, mais le syndicat ne paiera pas nécessairement tes billes si toi tu as un problème de maladie, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper pour toi. Mais à l'époque, les guildes étaient assurance, syndicat, association. Intéressant. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on peut se créer encore aujourd'hui. On en parlait dans l'épisode sur la liberté. Si on s'en occupe puis on le fait nous autres-mêmes, c'est à nous autres. Après ça, on décide comment ça fonctionne. Puis on dépend de moins en moins de d'autres personnes pour ça. Puis au niveau sociétal, c'est la même chose. On parle encore de filets sociaux, mais beaucoup plus large pour l'ensemble de la société. Tu sais, Maurice, il y a un mouvement qu'on suit un peu, toi et moi, du revenu universel de base, où que si c'était là, la pandémie aurait fait mal à pas mal moins de monde. Et ça ne coûterait pas nécessairement plus cher. Non. Tu l'as déjà expliqué pourquoi ça coûterait moins cher. Hein? On prend l'ensemble de nos programmes sociaux puis de la gestion des programmes sociaux. Ça coûte cher. On a une gestion par rétribution. Fait juste regarder l'aide sociale, par exemple. Le genre de personnes qui vont devoir inspecter est-ce que tu devrais faire partie, est-ce que tu devrais être coupé, est-ce que... Si tu prends tout cet argent-là puis tu la mets dans un tas... Imagine la bureaucratie qui doit décider qui a le droit à un programme et qui n'a pas le droit à un programme. Là. Entretenir ça coûte cher. Regardez, on a eu le soutien aux travailleurs durant la pandémie. Oui, le PCU. Le PCU. Le PCU a coûté une fortune juste pour déterminer par après, parce que l'idée était on la donne à tout le monde, puis après ça, on fera le ménage. Oui. Puis à tout le monde qui la demande. Puis après ça, à vérifier, est-ce que tous ceux qui l'ont demandé, y avaient vraiment droit ou pas, puis dans quelle mesure, puis qu'est-ce qu'ils devraient rembourser. On va lui demander de rembourser, parce qu'on va t'aider, mais après ça, il va falloir que tu le rembourses. Le coût de ça a été faramineux.
T'sais, mettons tout ça ensemble, le donner, puis les réprimandes, puis les vérifications à faire, pour se retrouver avec assez de budget pour donner un peu quelque chose constamment à tout le monde, puis s'assurer qu'il n'y a plus personne qui rentre dans la pauvreté abjecte. Sans que ça coûte plus cher. Là. C'est sans que ça coûte plus cher. Parce que ceux qui sont contre, c'est que c'est encore nous autres qui va payer ça. Tu le payes déjà. Mm-hmm. C'est juste qu'il y a moins de monde qui en profite. Puis dites-vous que si les gens ne sont pas en pauvreté abjecte, souvent la santé est meilleure, l'ordre public est plus respecté, la santé mentale est meilleure. Les gens sont, un coup qui sont moins désespérés, sont plus aptes à contribuer à la société d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on regarde, c'est pas juste les gens qui vont se trouver des jobs pour que les propriétaires d'entreprises puissent se remplir les poches. Ces pauvres propriétaires-là ne sont pas les seules victimes dans tout ça, mais regardez toutes les organisations qui sont là pour aider les autres, qui ont besoin de volontaires parce qu'ils n'ont pas de budget. Ben, à partir du moment où il y a la PCU en place, certaines personnes vont opter pour dire « j'irai pas me chercher un salaire ailleurs, j'en ai assez pour vivre avec ça, pas gras, mais on vit quand même un peu. » Puis vous verrez, tous les gens qui se dévouent pour les autres sont jamais dans des jobs qui sont particulièrement payants. Ouais, hein? Parce que se dévouer étant plus important pour eux autres. Donc, en se dévouant, ils sont capables de le faire. Ils ont les moyens sans avoir à se dire constamment « est-ce que je vais manger demain? » Oui, c'est ça. Là, on parlait justement, tu sais, de contribuer, d'aider les organismes qui sont là pour aider les autres. Bien, parlons-en. OK? Là, le moment où on parle dans l'épisode, c'est un moment qu'on aimerait investir pour vous parler d'organismes collectifs, OBNL, whatnot, hein, des regroupements, des trucs qui ont été créés par la communauté. Donc, on parle essentiellement juste pas d'entreprises privées. Okay? Des groupes qui ont besoin d'exposition, qui ont besoin qu'on les connaisse, qui ont besoin de contribution. On voudrait réserver ce moment-là pour parler de vous autres. Donc, si vous existez, que vous faites du bien à la société, venez nous voir. Ça va faire plaisir de parler de votre projet, de votre vision, de ce que vous faites pour donner un coup de main. Puis on s'entend, on n'en a pas aujourd'hui, pas parce que c'est difficile à trouver, mais parce qu'on vient d'enregistrer cet épisode-là 5 minutes après celui de la semaine dernière. C'est ça, donc, on n'a pas plus avancé de ce côté-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'adaptabilité des gens, des collectivités, des sociétés? On peut combattre l'incertitude en trouvant dans notre environnement qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui ne changera pas. Votre mariage, il va bien, là? Il est probablement stable. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Vous êtes en santé. Exact. Oui, mais encore là, ça peut changer assez vite. Non, mais on l'a vu au printemps. Oui, c'est ça. Mais tu travailles pour le garder, c'est stable. Oui. Si tu arrêtes de travailler pour te garder en santé, c'est plus risqué. C'est vrai. Mais si tu sais quoi faire, ça devrait être correct. Exact. Oui. Votre maison est payée. C'est un souci de moins. Oui. Je me rappelle, hein, quand mes parents nous ont sortis au restaurant parce que la maison était finie de payer, je dirais que la stabilité en a augmenté d'un coup. Ben oui. Tout a bien été par la suite, effectivement. Mais là, c'est pas juste de regarder qu'est-ce qui est stable, c'est qu'une fois que ça l'est, tu peux, à la limite, faire du cruise control, hein, du pilote automatique là-dessus. C'est pas une bonne idée. C'est un peu. Mais de te concentrer sur comment profiter de ce qui ne l'est pas. C'est ça. Si on a identifié ce qui est stable, on est capable d'identifier ce qui ne l'est pas. C'est ça. Puis après ça, regarder dedans comment on est préparé à ça, puis comment on pourrait profiter des opportunités qui pourraient émerger. Parce qu'on sait qu'il y a une partie de ce qui nous entoure qui n'est plus un souci constant qu'on a à réfléchir. Exact. On peut se fier là-dessus. C'est ça que je voulais dire par cruise control. Hein? Il faut quand même que tu t'en occupes. Il faut que tu la gardes, il faut que tu la maintiennes, la stabilité. Mais c'est juste, ça va demander beaucoup moins d'efforts que de gérer l'instabilité. Exact. Ouais. Le deuxième truc, on vous rabâche encore la tête avec ça. Là. En cas de doute, faites des petites expériences contrôlées. Là, on va décrire encore une autre fois qu'est-ce que c'est une petite expérience contrôlée, rapidement. Mais on ne s'étendra pas trop là-dessus parce qu'on le répète tout le temps. Vas-y. Ben, écoute, c'est assez simple. Vous, au lieu d'attendre que quelque chose arrive, hein, puis de le subir, faites quelque chose dans ce sens-là. Quelque chose qui est nouveau, chaotique. Hein? Faites une expérience où vous contrôlez les paramètres. Dans la mesure du possible. Hein? C'est par exemple, j'ai jamais investi. Ben, je vais essayer d'investir. OK? Pas beaucoup d'argent pour pas que ça explose. Je vais voir comment ça réagit, puis je vais décider si je continue ou si je change ma formule. C'est une petite expérience. Exact. C'est rien de risqué, là. Le point le plus important qu'une petite expérience contrôlée,
c'est que son coût, que ce soit en argent, que ce soit en quoi que ce soit d'autre, les risques qui vont venir avec, soient en deçà de votre seuil de tolérance. C'est ça. C'est-à-dire que même si ça ne fonctionne absolument pas, OK, vous ne vous sentirez pas nécessairement plus mal. Okay? Ça ne vous affectera pas trop négativement. Puis l'autre point intéressant, c'est que les bénéfices que vous avez à tirer de votre expérience contrôlée, donc vous devez la construire en conséquence, devraient être ouverts. C'est-à-dire, il n'y a pas de maximum limite à ce que vous pouvez en tirer. Créer des nouvelles opportunités, c'est bon. Infinité d'argent, c'est bon. Mais l'idée, c'est que si on fait une petite expérience contrôlée juste pour avoir oui, non comme réponse, c'est un trop gros risque. Ça ne vaut pas la peine. Essayez d'aller trouver, OK, où est-ce que ça peut m'amener après? C'est ça qu'on a besoin de voir. C'est ça. En fait, on peut voir. Tu fais une expérience pour voir si ton expérience peut devenir un tremplin. Exact. Donc, on contrôle les risques, puis on s'assure qu'ils ne deviennent jamais trop grands, puis on s'assure que les chances de résultats positifs soient aussi grands que possible. C'est ça. Troisième truc, puis ceux qui ont lu notre livre l'ont lu, hein? Développer vos compétences transversales pour multiplier vos options. Ça veut dire qu'il y en a parmi nous qui sont très bons à faire une chose. Oui. Puis dans le travail, des fois, on est exposé à du travail connexe. Là, je parle pas tout travail connexe dans la job, mais tu sais, par exemple, tu travailles en cuisine, ça se peut que tu vas apprendre un paquet de choses sur comment conserver les aliments, comment les faire des confitures, whatever. L'idée étant, il y a un sujet dans lequel tu es très bon, explore ce qui est autour. Puis, toujours dans l'exemple de cuisine, tu as aussi l'opportunité de pouvoir apprendre comment se gère une cuisine. Comment se gère un restaurant. Côté administration, côté leadership. Donc, tu sais, il y a dans tout ce qu'on fait des opportunités pour apprendre des choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont rattachées, mais qui vont aussi pouvoir être utilisées dans d'autres contextes. C'est ça, des compétences transversales. Ce sont des compétences qui vous permettent de changer de contexte sans nécessairement complètement changer vos compétences. C'est pas pire truc. Nous autres, on fait ça. Hein? Oui, ce qui veut dire que ça vous donne plus d'options. Si jamais votre contexte actuel est plus bon, vous avez l'opportunité de pouvoir changer sans trop de douleur. Peut-être que les opportunités que vous allez voir émerger vont être justement dans d'autres contextes. Vous allez pouvoir aller les saisir beaucoup plus facilement. Et c'est quoi le risque de se camper sur notre position? Là, c'est moi qui vais le dire cette fois-ci, Maurice. Il existe toujours aujourd'hui le meilleur réparateur de vidéos VHS au monde, qui est peut-être à la retraite, peut-être en banqueroute, on ne sait jamais. Hein? on lui souhaite le bonjour. C'est des pas pires trucs, ça. Mais en fait, ça c'est un exemple pur de non-antifragilité. Exact. Le gars moi, j'ai une job, puis je vais la faire jusqu'au bout, mais c'est parce que là, tout d'un coup, ta job, elle devient obsolète. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux probablement réparer d'autres choses, là, mais... Donc, ne soyez jamais spécialiste de faire les punch cards pour mettre dans les ordinateurs. C'est ça. Donc, c'est pas mal le tour du sujet pour aujourd'hui. Oui, t'essayes. En fait, oui, puis on est content parce que je pense que ça va être plus court que ce qu'on a fait la dernière fois, ce qui était un peu le but. Oui. Écoutez, vous, c'est quoi vos compétences transversales? Comment vous les développez? Je suis intéressé de voir ça. Et comment est-ce que vous vous êtes adapté à la pandémie? Est-ce que ça vous a fait mal? Ou est-ce que vous en avez tiré des opportunités? Viens nous le dire. Sinon... on like la vidéo. En fait, partagez-le. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez la vidéo, partagez l'information. Passez nous voir sur notre site et voyez dans sa magnificence notre nouveau livre, le Manuel Pirate, qui va être capable de vous aider à vous doter des bons outils pour être capable d'agir, quel que soit votre milieu. Okay? Être plus en contrôle, avoir plus d'impact. Patreon. Hein? On a besoin de plus de membres Patreon pour nous aider financièrement, mais aussi à trouver des pistes de solutions aux problèmes collectifs qu'on a. Participer avec une communauté qui est de plus en plus engagée puis intéressante. C'est fou. C'est un challenge pour la communauté ici, là. C'est fou ce qu'on réussit à faire avec 4-5 cerveaux des fois. Là, moi et Maurice, là, on patine sur un problème depuis une semaine. On en parle à une personne puis ça se règle. Ou on a des pistes de solutions qui popent de partout. Puis pas juste nous, parce qu'on a régulièrement dans la communauté des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait m'aider avec telle chose? Puis il y a toujours des gens pour lui répondre. Fait que
venez joindre notre communauté. Puis, Patreon.com/GoPirate Canada. C'est ça. Et chers pirates, on se voit la semaine prochaine. On va parler de communauté. À l'abordage! À l'abordage! Ah!